Donc la notion de projet urbain s'est imposée contre la notion de plan, qui était l'instrument principal des politiques d'aménagement depuis le début du XXe. Et le plan était critiqué au niveau à la fois des contenus, donc ses règles trop rigides, et puis aussi de ses procédures considérées comme opaques et peu démocratiques. Et donc c'est contre le plan que s'est imposée la notion de projet urbain comme une manière de renouveler les pratiques de fabrication de la ville. Alors on peut quand même considérer qu'il y a une complémentarité entre le plan et le projet, étant donné que le plan fixe les cadres et les règles de l'organisation spatiale d'un territoire, alors que le projet donne sens, donne une orientation à cette organisation spatiale. Le projet intègre donc à une dimension prospective, il intègre aussi un travail imaginatif, donc il s'articule à la question de l'imaginaire urbain, qui peut se matérialiser dans des pratiques concrètes. Alors, les modèles de l'urbanisme peuvent éventuellement être considérés comme des formes particulièrement élaborées de ces imaginaires urbains, qui sont matérialisés de manière assez significative dans les villes, mais on peut aussi considérer que l'imaginaire est à l'œuvre dans les pratiques des citadins, dans les expérimentations, les mobilisations urbaines. Et donc, on a certains imaginaires de la ville qui vont tendre à s'institutionnaliser quand ils se traduisent en visions politiques portées par des pouvoirs publics, d'autres qui vont émerger comme des alternatives politiques, et puis d'autres qui peinent à s'actualiser. Donc on voit que le projet, comme l'imaginaire, interviennent dans la production de l'espace. Le projet est le vecteur des transformations spatiales, l'imaginaire donne sens à celles-ci, et donc on les considère comme des éléments constitutifs des politiques urbaines. Alors dans l'histoire récente bruxelloise, on peut dégager différents imaginaires de la ville qui sont matérialisés dans la production de l'espace. Tout d'abord, il est courant de dire qu'en urbanisme, le dernier grand projet, c'était l'urbanisme moderniste. Et Bruxelles ne fait pas exception. Donc, cet urbanisme-là s'est imposé à coup de plans, d'opérations bulldozer. On ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, vous voyez tous de quoi je parle, le plan Manhattan, qui témoignait du libre cours laissé au marché, de l'autorité de l'État sur le territoire régional où il n'y avait pas encore d'autonomie institutionnelle. Et donc, à cette transformation moderniste de la capitale se sont opposés toute une série d'acteurs qui ont résisté à coups de contre-projets contre la bruxellisation. Il s'agissait de replacer les habitants au centre des décisions. Et ces mobilisations ont marqué, selon Jacques Aron, le passage d'un urbanisme technocratique à un urbanisme consultatif. Et elles ont aussi nourri un autre imaginaire de la ville qui va inspirer les premières politiques régionales. Donc, Bruxelles va être perçue comme la ville aux 100 comités de quartier, comme une ville qui est constituée comme une mosaïque de quartiers juxtaposés. Et cet imaginaire qui est inspiré des modèles de l'urbanisme de proximité, du droit à la ville d'Henri Lefebvre, va valoriser la figure de l'habitant, l'échelle du quartier, et il amènera à réviser les modes de production de l'espace par la mise en place de dispositifs de concertation et le recours au principe de la reconstruction de la ville européenne. La proximité entre acteurs associatifs et institutionnels lors de la création de la région va favoriser aussi la matérialisation de cet imaginaire dans les politiques urbaines. On pense notamment, par exemple, à l'outil contrat de quartier qui illustre cette matérialisation. À cet imaginaire va progressivement succéder ou se superposer un autre imaginaire de la métropole cosmopolite qui va prendre forme à la fin des années 90, début des années 2000, avec un renouveau associatif qui marque, comme le dit Benoît Moritz, un deuxième tournant dans l'urbanisme bruxellois. Et donc, on observe différents déplacements. Donc, l'échelle d'action, de réflexion passe du quartier à la métropole dans son ensemble. Les pratiques de participation sortent des cadres institutionnels, valorisent la coproduction, l'expérimentation. Les logiques d'association, de mobilisation s'appuient moins sur l'échelle du quartier que sur la mise en réseau d'acteurs à l'échelle métropolitaine. L'attention se déplace aussi des habitants aux usagers, aux espaces publics urbains, et ce mouvement va rompre aussi, dans une certaine mesure, avec la logique patrimonialiste de la période précédente. Donc on voit qu'émerge un imaginaire de la ville comme réseau, comme espace d'hybridation, de créativité, où est valorisé le caractère interculturel, international, cosmopolite de la métropole. Et il émerge sur fond d'une inquiétude qui est plus vraiment celle de la bruxellisation comme l'imaginaire précédent, mais plutôt celui de la fracture urbaine qui est symbolisée par le canal. Et donc l'enjeu est de connecter les morceaux urbains, de relier les milieux de vie sociale dans la ville, et le canal devient le lieu privilégié où travailler cette connexion. Donc on va voir que cet imaginaire va prendre forme à travers différents projets, issus notamment du monde culturel, académique. Donc on pense à la Zineke Parade, les États généraux de Bruxelles, le Festival Canal. Il va aussi réorienter l'attention publique sur la zone du canal et les espaces frontières, et il s'institutionnalisera dans les politiques régionales, notamment via le plan canal, par exemple, ou les contrats de rénovation urbaine.
Donc ces imaginaires urbains se sont plus ou moins institutionnalisés en devenant des visions politiques portées par les pouvoirs publics. Et on peut considérer que les 3 PRD, jusqu'au dernier PRDD, qui ont été jusqu'à aujourd'hui mis en œuvre, peuvent être considérés comme des objets pour analyser ces visions et les rapports avec ces imaginaires, le rapport entre ces imaginaires et le projet de ville. Donc on voit que le premier PRD, par exemple, va vraiment reprendre cet imaginaire de la ville mosaïque, de la reconstruction de la ville européenne, rompre avec les principes modernistes, défendre un cadre de vie de qualité pour les habitants par des opérations locales de rénovation urbaine au sein des différents quartiers bruxellois. L'actualisation du PRD en 2002 va intégrer l'imaginaire de la ville comme métropole, en partie cosmopolite. Donc on voit l'identification de pôles de développement, la prise en compte du caractère international et interculturel de Bruxelles. Et parallèlement, parce que c'est pas tout, il y a quand même des tensions fortes entre cet imaginaire de la ville cosmopolite et ces questions-là, mais on va voir aussi qu'avec le PDI de 2007 vont s'imposer les enjeux d'attractivité internationale. Alors en 2009, la région décide de reviser totalement le PRDD pour réorienter le projet de ville sur les enjeux du développement durable et ses 3 piliers, social, économique, environnemental. Et donc le PRDD, qui a été soumis à enquête publique en 2017, porte cette vision de la ville qui articule à la fois les imaginaires précédents tout en intégrant ces enjeux écologiques. Donc on voit la ville est approchée par son polycentrisme. Les nœuds du tissu urbain sont les lieux où s'observe une condensation des différentes activités et publiques, sont qualifiés de noyaux d'identité locale. Et la ville est perçue comme un espace métropolitain constitué d'une diversité de quartiers et de noyaux qui sont en réseau les uns avec les autres. Si le PRDD représente le projet de ville régional, on constate aussi qu'il peine à s'actualiser dans les pratiques de fabrication urbaine qui restent fortement sectorialisées et peu coordonnées. Donc j'en viens à mon dernier point sur les enjeux et les questions plus critiques aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il est difficile en fait de dégager un imaginaire de la ville partagée. Alors forcément, on n'a pas la perspective historique comme pour les précédents, mais il est quand même difficile d'identifier un imaginaire partagé qui rassemblerait les différents acteurs associatifs, académiques, politiques autour d'un projet de ville commun. On observe plutôt en fait une pluralité d'imaginaires plus ou moins conflictuels qui se superposent à la pluralité des projets, des acteurs, des dispositifs qui sont mis en œuvre en fait pour la fabrique urbaine. Et donc tout ça nourrit quelque part en miroir un imaginaire de la ville chaotique, complexe, nébuleuse, discours qui revient que ce soit chez les acteurs associatifs, académiques, politiques aussi. Et donc la ville se fabriquerait moins à partir d'un projet de ville fédérateur que via toute une diversité de projets qui se réalisent sur des modes plus ou moins, selon une logique plus ou moins incrémentale et dont on peine en fait à dégager des finalités claires, des logiques communes, des grandes orientations. Donc la question majeure en fait qui se pose, c'est de comment repenser les liens entre cette diversité de projets urbains locaux, contextualisés, liés à des situations spécifiques, et puis le projet de ville plus général. Ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont autour de ces divers projets urbains que se forment des espaces de réflexivité sur la ville, sur son devenir. Et donc, ce serait à partir de ces projets qu'il s'agirait d'interroger le projet de ville plus général et ses grandes orientations. Et c'est aussi à l'échelle de ces projets-là que pourrait être mis en œuvre le projet de ville. Et c'est aussi à partir de ces projets que pourraient être mises en place des pratiques de coordination entre acteurs et entre les dispositifs qui permettraient en fait de dépasser un peu cette logique sectorielle qui domine aujourd'hui. Ce serait aussi à partir de ces projets urbains qu'on pourrait questionner la façon dont la pluralité urbaine, la pluralité de ces imaginaires, des pratiques, des publics, des acteurs, des dispositifs, comment toute cette pluralité est prise en compte, composée et aussi réduite, parce que toute composition de la pluralité suppose aussi des formes de réduction. Donc on peut interroger quelle est la pluralité des publics qui sont pris en compte et du coup des imaginaires et des perspectives dans ces espaces de réflexivité. Comment la pluralité sociale aussi des espaces urbains, donc que ce soit en termes d'expérience, d'usage, de pratique, est considérée à l'échelle de ces projets. Et je conclus en insistant sur ce point, parce que si on a défini le projet, l'imaginaire, la vision comme des éléments qui interviennent dans la production de l'espace, il conviendrait d'ajouter aussi les pratiques, les usages, les expériences des citadins
qui interviennent également de façon plus complexe dans la fabrication de la ville, mais qui doit aussi être prise en compte et trouver une place pour un projet de ville commun.